Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse Éco. Presse Éco, c'est votre plateau hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de critiques sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons aborder un ensemble de sujets avec donc les chroniqueurs qui sont autour de ce plateau. Nous allons parler, pour commencer, avec le congrès d'avant 2020 de l'UPC. L'UPC, c'est l'Union pour le changement, qui tient donc son congrès en ce moment. Et puis, nous parlerons en seconde position du rapport sur la corruption, donc du RENLAC 2018, qui positionne en tête de peloton la police municipale. Et puis nous parlerons en troisième position du bilan des examens scolaires de l'année 2018. Nous allons voir les statistiques, les taux qui ressortent de ces examens-là. Et puis en troisième position, ce sera au plan international, c'est la Côte d'Ivoire avec le RHDP qui place Alassane Dramane Ouattara comme président, sans Bédié bien entendu, et puis Soro Guillaume qui vient de jeter un pavé dans la mare. Nous allons discuter de ce sujet-là avec mes invités autour de ce plateau. Je commence par ma gauche avec André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Merci André-Eugène Ilboudo d'être sur ce plateau. Avec le plaisir. Voilà, merci. Et puis, à ma droite, c'est Joachim Vokouma. Joachim Vokouma est directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net. Merci, Vokouma, d'être venu sur ce plateau. Et puis, juste à sa gauche, Mamadou Ali Kompaoré. Mamadou Ali Kompaoré est journaliste à la télévision nationale du Burkina. Il est ancien présentateur du journal. Merci, Mamadou Ali Kompaoré, d'être là. Et puis, enfin, dernier invité, Faustin Évariste Consembo. Il est chroniqueur média, directeur du journal Le Cercle d'éveil, qui appartient à l'association Le Cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme, dont il est donc le président. Il est également porte-parole du mouvement citoyen, le Forum alternatif des citoyens, FORAC. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Nous allons donc débuter avec un sujet non moins important qui divise la classe politique cependant. Il s'agit donc de la relecture du code électoral qui est en cours, notamment sur la question du vote de la diaspora. On a déjà parlé de ce sujet la semaine dernière, mais il reste qu'il y a quelques faits. On suit donc le fait de la CNIB qui remplace donc la carte consulaire, et puis le CFOP qui a fait une sortie mardi dernier comme d'habitude et qui s'est braqué. Donc l'opposition politique s'est braquée. Pour elle, il n'est pas question donc de supprimer la carte consulaire, et que au cas où le pouvoir forcerait le passage à l'Assemblée, elle envisagerait donc des actions. Alors c'est un bras de fer qui se profile à l'horizon. Je voudrais simplement vous demander, vous poser la question, à cette allure, quelle issue vous voyez par rapport donc à la carte consulaire au niveau donc du Parlement, et évidemment aussi de l'optimisation du vote des Burkinabés de l'étranger? Évariste Consembo. Non, il est clair qu'une grande bataille s'annonce. Si on s'en tient même aux déclarations hier lors de l'ouverture du congrès de l'UPC, donc où sur place et en tenant solennellement tous les deux grands baobabs, si on peut ainsi parler, plus les Caïcédra, ont affirmé que s'il y avait une dernière bataille à mener, ça serait bien celle en fait de la carte consulaire. Donc c'est clair, les couleurs sont annoncées. Ceci d'autant plus qu'on ne comprend pas. Vous voyez, on sort d'un contexte où on a eu à investir beaucoup d'argent, je pense 15 milliards, l'histoire de cette carte consulaire. Ça a coûté de l'argent à l'État burkinabé, et qui est même sécurisé, qui est biométrique. Bon, on n'arrive pas à comprendre qu'au moment donc de l'utiliser, le gouvernement veut faire, n'est-ce pas, demi-tour. Donc c'est incompréhensible, sauf à nous donner les raisons qui sont inavouées, inavouables, que la population, enfin les Burkinabés ne comprennent pas. Donc ce qui est sûr, il faut s'attendre, certainement, ils vont tenter un passage en force au niveau de l'Assemblée. Mais bien sûr, c'est une majorité mécanique peut-être, mais une chose est de faire voter une loi, une chose est de la faire aussi appliquer. Beaucoup. Quelle issue? Passage en force. On a vu que la loi PPP, par exemple, a été aussi un passage en force, parce que la majorité, comme on dit, mais là, l'opposition avait tout simplement claqué la porte. Oui, bon. Dans le jeu démocratique, il y a la majorité et il y a l'opposition. C'est arrivé que, de justesse, une loi passe parce que la majorité a réussi à mobiliser ses troupes. L'idéal serait que l'opposition assiste, et de préférence même vote la loi. Mais si la majorité ne parvient pas à réunir cette large majorité, se contente de mobiliser ses troupes pour voter une loi, on est dans le jeu démocratique classique. Sur ce sujet-là, sur la carte consulaire, il faudrait bien que le gouvernement explique pourquoi il ne retient pas la carte consulaire comme document pouvant permettre aux Burkinabés de l'étranger de voter. Ça peut être un choix.
en décidant que c'est la carte d'identité et le passeport qui seront les documents qui serviront à voter, dans les démocraties normales, c'est des pièces qu'on utilise. D'autres utilisent la carte d'électeur, mais c'est des documents officiels. Il faudrait que le gouvernement explique pourquoi il ne retient pas la carte consulaire et comment il compte doter les Burkinabés de l'extérieur d'une carte d'identité biométrique. Évariste a parlé tout à l'heure de carte consulaire biométrique. Moi, j'ai vu la carte consulaire à Abidjan. Elle est mauvaise. C'est eux qui nous ont dit. Hein. Non, mais non, elle est dans sa confection dans sa confection, elle est mauvaise. Oui, je sais, mais c'est une société privée qui l'a fait. Qu'est-ce que la forme physique a à voir avec les informations que la carte contient ne sont pas bonnes. Je vais vous donner un exemple. Le directeur de la sécurité de l'aéroport d'Abidjan a publié un communiqué pour dire que la carte ne passe plus. Parce que quand ils mettent dans la machine à l'aéroport, ça ne lit pas. La machine ne lit pas la carte. Moi, j'ai vu la carte. Quand vous la prenez, vous pouvez la plier comme ça. Elle ne se casse pas. Et elle se décolle même. Et j'ai vu des compatriotes au consulat d'Abidjan qui sont venus, qui se plaignaient de cette carte-là. Donc, la fiabilité de cette carte-là pose problème. La fiabilité de cette carte pose problème. Et il suffit de discuter avec nos compatriotes qui sont là-bas. Moi, je les ai vus au consulat d'Abidjan. Est-ce que c'est ce motif-là, cette raison-là qui explique que le gouvernement ne veut pas tenir compte de la carte consulaire? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il faut donner une explication. On ne connaît pas les explications, les motifs du gouvernement, mais jusque-là, la question de la confection technique n'est pas trop ce qui est mis en avant. On dit simplement qu'en Côte d'Ivoire, et ça, je le tiens du président de la CENI, selon les statistiques, les binationaux sont majoritaires dans le lot des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Bon, moi, comme je dis, je n'ai pas l'explication. Le gouvernement doit expliquer pourquoi il ne tient pas compte de la carte. Mais dire aussi, si vraiment la loi est votée, comment il compte doter les Burkinabés de l'extérieur de la carte d'identité? J'ajoute une chose. Oui. Je crois que c'était au mois de mars où le ministre Alpha Bari, le ministre Simon Compaoré et madame la ministre à l'époque, Rita Nkotom, étaient venus à l'ONU, parce qu'il était question justement que l'ONU fasse des cartes consulaires biométriques et des passeports CEDEAO. D'accord. Bon, ce projet apparemment n'a pas vu le jour. Et il faudrait bien que donc dise comment le gouvernement dit comment il va faire. Alors, pour doter tout le monde. Oui. Très rapidement. Non, moi je pense qu'après ce que Joachim a dit, je crois que le grand péché de ce gouvernement, c'est que ce sont vraiment des sourds et des muets. Vous ne pouvez pas envisager de faire quelque chose de cette nature, qui est éminemment politique, et allez vous asseoir et ne pas expliquer aux gens pourquoi vous voulez faire. Si le gouvernement explique ses raisons, il y a des gens qui vont regarder d'une manière indépendante et neutre pour dire si c'est vraiment comme ça, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, il n'y a que la spéculation. Et ça, c'est la faute du gouvernement, parce que le gouvernement se tait, il n'explique pas. Parce que j'imagine que dans un vote, dans une république, quand on vote, ce que personne ne veut, c'est la fraude. Et on ne veut pas que quelqu'un soit élu sur la base d'une fraude. Si le gouvernement estime qu'en permettant que les gens votent avec la carte consulaire, il y aurait une fraude, il n'a qu'à faire la démonstration. Et je sais que le gouvernement, en faisant ça, certainement a des éléments pour dire voilà pourquoi je ne veux pas que cela fasse. Mais le gouvernement ne peut pas se taire, sinon on va tirer toujours la boule rouge sur lui. Alors, Ali, pour terminer. Moi, j'ai écouté très bien sur le côté. Le silence du gouvernement nourrit la polémique. Le silence nourrit la polémique. Mais la question de la pièce, sur la fiabilité. Sur la fiabilité, moi aussi, j'ai vu la carte consulaire, j'ai des parents qui en possèdent. Mais la fiabilité de la carte consulaire par rapport aux appareils ivoiriens, je ne vois aucun intérêt. C'est les Burkinabés qui ont émis une carte consulaire. Est-ce que cette carte consulaire-là se retrouve dans les données de l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire, par exemple? Est-ce que ça donne l'identité? Voilà, c'est tout. Que les appareils ivoiriens ne reconnaissent pas ça, on s'en fout à la limite. Mais est-ce que ce monsieur qui a cette carte consulaire-là est un Burkinabé légalement installé en Côte d'Ivoire? C'est ce qu'on doit vérifier. D'accord. Si c'est le cas, moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on parlerait de cette fiabilité. Merci Ali. On va donc évoluer pour aborder notre second sujet qui est plus politique avec l'UPC, mais je tiens tout simplement à rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que cette émission est interactive. Donc dans le deuxième temps, nous pourrons donc interagir avec le plateau, poser des questions, commenter les sujets que nous avons abordés, mais cela se fait dès maintenant. Vous pouvez appeler, vous inscrire et
la réalisation va se charger de vous rappeler par rapport à votre intervention. Donc, second sujet, donc, c'est le congrès de l'UPC qui se tient donc du 20 au 22 juillet à Ouagadougou. Un congrès qui se fait avant donc 2020, donc c'est le dernier congrès, le deuxième, mais le dernier avant 2020. Alors, congrès tenu avec des problèmes internes quand même, parce qu'on sait qu'il y a la question des frondeurs, la dizaine de frondeurs qui a créé donc le groupe parlementaire UPC-RD, mais aussi la question de 2020, la candidature, le choix. Alors, question, quels sont les choix stratégiques pour 2020, alliance avec le CDP ou pas? Oui, au moment où nous discutons, on a vu les babos oui, bien sûr. Au moment où nous discutons, je crois qu'ils sont en train de. Il doit y avoir des images sur l'écran. Il doit y avoir des images qui vont. Travailler pour sortir la composition des organes qui vont diriger le parti. Mais je note qu'on a eu droit à une innovation cette année. On a eu droit à une Diabré parade. Depuis la zone du bois. C'est ce qu'on a déjà sur les images du congrès. La cuvette donc du Palais des Sports. Jusqu'au Palais des Sports. C'est nouveau. Ça a suscité de la curiosité dans les rues, dans les rues de Ouagadougou. J'avais craint qu'il y ait des incidents de parcours, mais apparemment tout s'est bien passé. Bon, ça c'est le côté anecdotique. Dans le fond, évidemment, la perspective c'est 2020. Comment gagner l'élection présidentielle et les législatives de 2020? Et avec qui? Lors du congrès du CDP, Zéphirin Diabré était venu faire un discours qui a été très applaudi, et notamment lorsqu'il a proposé que les deux baobabs se mettent ensemble, ce qui ferait tomber le troisième baobab. Et j'étais au Palais des Sports, et là, le président du CDP s'est levé, du Combero, et allait tomber dans les bras de Zéphirin Diabré, et c'était... Comme pour sceller je ne sais pas si... Je ne sais pas si s'il était au courant de cette offre politique, ou c'était une mise en scène, il était au courant parce qu'il avait l'air surpris, et voilà. Mais est-ce que c'est les politiciens, comme c'est des artistes aussi, donc est-ce que c'est une mise en scène, est-ce que c'était réel? Je ne sais pas. On verra bien au sortir de ce congrès. Le discours du président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a brassé large. Il a proposé une large coalition pour rassembler toutes les forces qui s'opposent au pouvoir actuel pour aller en 2020. Maintenant, évidemment, avec lui comme éventuellement chef. On va parler de cela. Chef de file de l'opposition et chef de file. Je suppose que c'était un parti démocratique. C'est au terme du congrès qu'on peut savoir qui va être le chef. Alors, il n'y a pas de suspense dessus. Ah bon, d'accord. Alors, Évariste Conceveau, sur le choix, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est quand même dans l'opinion, je crois que dans le discours de Zéphirin Diabré, il est revenu dessus. Il est revenu sur les mauvaises langues qui essaient de lui faire un procès, de coller un procès d'intention de se rapprocher du CDP. Alors, quelle serait la stratégie? Quelle doit être la stratégie? Que pourrait être la stratégie si effectivement l'UPC veut, avec l'opposition, faire la tenance en 2020? Non, sur ce plan, M. Diabré n'invente pas du tout. Parce que quand on connaît la configuration politique de notre pays, on sait qu'il est très difficile qu'un seul parti politique arrive à gagner les élections. Et cela, si vous repartez depuis l'histoire démocratique de notre pays, et ceux qui ont toujours gouverné ce pays l'ont toujours fait avec des coalitions ou des alliances. Donc, sur ce plan, je vais dire que c'est un fait. Il n'y a pas eu. Vous dites? Mais sous le CDP, c'était quoi? Ça regroupait combien de partis? Non. Déclinez-moi un peu. CDP, c'est combien de partis? Je parle du CDP en tant que parti. ODP, c'était combien de partis? Non, enfin, bon. Écoutez, donc c'est pour dire que sur ce plan, il n'invente rien. C'est très difficile qu'une seule formation politique dans ce pays-là arrive à gouverner le pays. Donc, il n'a fait que dire. Maintenant, bien sûr, tout le monde dit qu'il veut gagner. Mais Zéphirin ne veut pas gagner le pouvoir pour gagner le pouvoir. Il veut gagner le pouvoir pour faire quoi? À l'origine, c'était pour améliorer ce qui est déjà fait. Ensuite, corriger ce qui est mal fait. Et enfin, réaliser ce qui n'est pas encore fait. C'est pour cela que M. Diabré, en créant le parti, l'UPC voulait gagner le pouvoir. Maintenant, c'est vrai que le contexte est là. Il y a un contexte qui est là. Et il y a des analyses qu'on fait. Et s'il y a des convergences et des points de vue,
Écoutez, moi Mais est-ce que l'UPC seul pourrait réaliser ça s'il ne se mettait pas en coalition avec, par exemple, les autres partis? Déjà, j'ai vu qu'il y a M. Demjoya qui est venu armes et bagages, et il est venu avec une forte délégation, et ça m'a quand même fait quelque chose, dans un contexte où le Nord semble être oublié totalement. Donc, c'est déjà il a démontré, en fait, ce congrès, il démontre la stature nationale de M. Diabré, en fait. D'accord. Alors, Ali, très rapidement sur la stratégie, parce que je crois que le thème d'ailleurs, c'est stratégie d'une victoire éclatante pour 2020. Bon, au-delà des aspects anecdotiques bien expliqués par Joachim Vokuma, il faut reconnaître qu'à travers ce congrès qui se tient actuellement, Zéphirin Diabré est en train de monter en puissance son parti avec lui. Il démontre au fur et à mesure qu'il endosse enfin le costume d'un homme politique et aussi le costume d'un vrai chef de file de l'opposition. Donc pour moi, je m'attends à ce que les jours qui viennent, il sorte un peu ce que moi j'appelle de sa torpeur pour vraiment prendre les taureaux par les cornes et s'afficher comme l'alternative pour ne pas le Forak. Pour prendre l'alternative prônée par le Forak, et qui devienne vraiment le vrai chef de file de l'opposition. Je vois quand je retourne pour dire qu'en 2015, il a été coiffé sous le poteau parce qu'il lui a manqué un peu de cran. Certains disent qu'en fait, c'est parce qu'il n'avait pas des amis au niveau de l'armée, qu'il a eu un peu peur de se faire, voilà. Mais bref, aujourd'hui, c'est un autre aspect qui se trouve là et que M. Zéphirin Diabré doit montrer qu'il est un homme politique. Maintenant, les alliances, il en a besoin. Ça a été bien expliqué par Faustin. Un seul parti politique ne peut pas gagner les élections au Burkina Faso. Le CDP, à l'époque, ne gagnait pas les élections tout seul. On a vu la DF-RDA, des petits partis, des personnalités qui venaient... Mais le MPP a gagné en 2015. Bon, mais le MPP a gagné en 2015 en faisant de l'exclusion, en mettant le CDP de côté. Majorité relative, en mettant le CDP de côté. Ça reste une victoire. Oui. On ne discute pas de cette victoire, mais on discute de la stratégie pour la victoire. D'accord. Voilà. André Génil-Boudot. C'était une stratégie de fraude. André Génil-Boudot. Mais écoutez, nous sommes en démocratie. Oui. Et ce que l'on peut... Mais il y en a qui disent que l'UPC n'a pas, sur le plan éthique, l'UPC ne peut pas revenir avec le CDP, s'enquiquiner avec le CDP, faire des accords avec le CDP. Des gens ont trouvé que l'opinion, dans une certaine marge, des gens ont estimé que c'était pas bien. Non, ce que les Zéphirin même est revenu là-dessus. Oui, il dit qu'il fait la... Est-ce que c'est ça la politique? Nous aurions aimé en tant que citoyens lambda que dans la politique, il y ait une certaine éthique. Mais tout le monde sait que les politiciens, même s'ils partent à la messe, ils ne croient pas au bon Dieu. Donc, en politique, moi, ce qu'ils font ne m'étonne pas. Mais seulement nous disons en démocratie, ce serait bien que si nous devons rester dans la flore, comme on parle de baobab, c'est que les banzai là, c'est les petits arbustes de baobab que les Japonais taillent, ils ont 100 ans, mais ça veut dire que tous ces partillons de partis politiques là se mettent ensemble et que, par exemple, dans notre pays, on ait 2 ou 3 grands partis qui se battent sur la scène nationale. Et on dit, et en ce moment-là que l'on va savoir ce que chacun nous propose. Et les gens vont pouvoir décider, dire, si c'est un tel qui est au pouvoir, nous savons que c'est ça et ça qui va se faire. Et or, aujourd'hui, ça veut dire qu'on a des baobabs, mais on ne voit même pas leurs fleurs, on ne voit même pas leurs fruits. Ça veut dire qu'ils sont là, ils nous pompent l'air, mais bon, moi je crois que... Les baobabs sont payés dans la forêt des arbustes. Les arbustes, c'est des banzai. Alors, Évariste, tu veux dire quelque chose? Juste pour dire que je pense que les jours à venir, l'UPC ou les autres partis vont assumer clairement les choix, en fait, parce que il faut assumer aussi. Et c'est vrai que vouloir ostraciser les uns et les autres, notre pays, je l'ai dit ici, c'est très rare de trouver des saints dans ce pays. D'accord. Alors, mais il y a aussi un aspect, c'est vrai que l'UPC, tout ce que vous dites aujourd'hui, là, c'est beau, mais il y a aussi des questions internes. Par exemple, le cas de la dizaine de frondeurs, on a vu, la question était posée, ils avaient dit que s'ils avaient la sécurité, ils viendraient à ce congrès. Apparemment, ils ne sont pas venus. On a lu un écrit de Semboro, donc qui est le chef du fil de cette tendance-là, alors qui tout simplement souhaitait un bon succès et il affirme qu'il reste
militant de l'UPC. Ça, c'est vraiment du grand n'importe. Écoutez, ça, c'est n'importe. Justement, c'est ça le problème. Moi, je veux bien croire que voilà, Zéphirin Diabré a pris la dimension c'est un homme d'État, je veux dire, la statue d'homme d'État, il a. Mais il faut qu'il mette de l'ordre dans sa maison. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta maison, tu ne peux pas... je suis désolé, UPC RD, c'est un désordre dans sa maison. Au Congrès, vous avez vu l'ouverture? Non, mais c'est une chose. Où vous excluez les fondeurs, ou... Les mandats sont les mandats des militants. Quand ils ne sont pas venus au Congrès. Pourquoi ils ne sont pas venus au Congrès? De leur fait? Non, ils ont dit qu'ils ont des problèmes de sécurité. Ah bon? Et évidemment, ils l'ont dit publiquement. Et tout le monde avait le même. Est-ce que ça, c'est pas... c'est pas anecdotique, hein. C'est important. Oui, tout à fait, on est d'accord. Mais est-ce que quand ils le disent comme ça, est-ce que c'est pas vraiment une sorte de... C'est pas une fuite en avant? Parce que on a vu, ce qu'on a vu, les images sont passées, on n'a pas vu des troubles à l'ordre public, on a fait du... Bon. Est-ce que la question de sécurité se pose réellement si, effectivement, ces frondeurs-là voulaient poser le problème au sein du... Bon, moi, je suis pas à leur place pour ressentir le besoin de sécurité, mais on a vu, quand ça chauffait, des militants de l'UPC allaient devant la maison, les cours de ces députés et les menacer. Mais quand ils ont posé leur question, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, allez voir votre ami Simon Compaoré pour assurer votre sécurité. Ça, si qui leur a dit? Ah ben, c'est à l'UPC, on leur a dit ça. Officiellement? Écoutez, les gens de l'UPC leur disent ça. Non, mais s'ils ne sont pas allés, ça pose un problème. Ce que je vais dire, tout le monde parle de large rassemblement national. Réunir tous les fils du pays, de réconciliation nationale. Mais vous ne pouvez pas réconcilier un pays si dans votre maison, il n'y a pas d'unité. Vous n'êtes pas réconcilié. Je suis désolé. Moi, j'attends de voir ça. Pour moi, c'est un préalable. Maintenant, les alliances, nous sommes en politique. Que Zéphirin Diabré fasse alliance avec le CDP. Non, on avait fini ce sujet-là. On parle des problèmes en interne. C'est la question d'éthique que vous avez évoquée. On parle des questions internes. Non, les questions internes. On a fini avec l'aspect stratégie 2020. Je pense qu'à part la question oui, la dizaine de frondeurs, parce que ça reste un problème, comme tu le disais. C'est quand même une épine dans son pied et qui n'arrive pas à s'en défaire. D'accord. Qu'est-ce qu'il règle ça? On verra. Moi, je pensais que... Mais le Congrès n'est pas fini. Peut-être qu'au terme du Congrès, il y aura des décisions qui soient... Moi, je pensais qu'à l'occasion de ce Congrès, cette question sera réglée de façon pacifique et démocratique et que les autres réintègrent la maison. Évariste, comment on règle ce problème? En fait, est-ce que le groupe des 10 là, ils restent UPC parce que Simboro dit qu'ils sont UPC, ils se reconnaissent comme vraisemblablement, parce qu'il y a eu des cas extrêmes. Rappelez-vous du cas du député Élisée Kemde. Lui, il a été carrément exclu. Et on lui a même donné son mandat, il est parti avec son mandat. Mais pour ces cas, les 13 là, en fait, ça va dépendre un peu. C'est vrai que, ce que je pense, ils ont des fonctions dans le bureau politique national et dans le secrétariat exécutif national. De ce point de vue, c'est normal qu'on ne peut pas garder des traîtres quand on se prépare pour aller à une grande bataille. Et ils seront déchargés, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que vraiment, le parti va discuter? Je pense qu'il faut vraiment que le parti essaie de comprendre, de voir vraiment l'utilité parce que les mandats quand même appartiennent au parti. Ali, quelle solution? Ali, quelle solution? Ali, c'est quelle solution? Bon, ce qui est certain, je pense que pour ces 13 personnes qui ont tenté, ils ont tenté un coup de poker qui, malheureusement pour eux, a échoué. Je pense. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas eux-mêmes venus au Congrès pour essayer de prendre langue avec... Je suis en train de venir justement vers là. J'ai dit, vu la situation qui se présente, s'ils ont encore la fibre UPC, je pense qu'il y a des moyens, des mécanismes en interne pour dire à leurs camarades, nous nous sommes trompés sur une option donnée, nous revenons à la maison. Ou bien, dans le cas, je pense que ce sont des hommes politiques, ils n'ont qu'à avoir le courage de franchir le Rubicon, créer leur parti. Parce que, manifestement, il y a un problème de confiance entre ces gens-là et une grande partie de leurs militants. Mais ceci étant, ça ne fait pas de l'UPC un parti désordonné, ça je suis désolé. Voilà. Alors, André Génigoudou, question éthique. Voici des députés qui décident de quitter leur parti, créer leur groupe parlementaire, à n'y restant. Mais maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où ils sont ni UPC, ils sont ni autre chose. Bon, est-ce que ça pose pas vraiment un problème? Parce que là, ils ne sont pas en même de venir à un congrès de leur parti, une instance importante. Alors, est-ce que ça ne pose pas un problème? Mais j'ai parlé de l'éthique en politique. Ça veut dire ce que les gens font. C'est quand on a regardé depuis le début,
les gars ne veulent pas démissionner simplement parce qu'ils sont encore à l'Assemblée nationale et ils savent que s'ils démissionnent, ils perdent tous les avantages. Mais comme les politiciens pensent que tous ceux qui les regardent ne sont pas assez intelligents, ils font semblant d'y être, en n'y étant pas. Moi, je pense que l'éthique et l'honnêteté en politique auraient voulu dire, écoutez, nous sommes couchés sur la même date, on ne fait plus les mêmes rêves, je quitte la nappe. Alors, est-ce que, quelque part aussi, c'est vrai, c'est l'éthique, mais comme en politique, tout est opportunisme et opportunité. Alors, est-ce que c'est pas la loi sur le nomadisme aussi qui pêche quelque part pour régler, en fait, ce nouveau cas-là? C'est peut-être une troisième génération du nomadisme aussi. Mais je voulais le dire, les gars, ils ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Même si ce n'est pas éthique, même si c'est d'une manière éthique et si c'est condamnable éthiquement. Mais je pense que l'UPC là doit avoir le courage de dire il y a du désordre dans la maison. On balaie le désordre. Si je reprends son mot, si vous êtes des traîtres, moi je ne traite pas avec des traîtres. Je vous balaie et c'est terminé. Alors on va terminer. Ou bien les mots ne sont pas. Les mots sont faits pour être utilisés correctement. On va attendre l'issue du Congrès pour voir ce qui va se passer. Voilà. Mais alors on termine. Est-ce que le Congrès n'est pas fini? Qui pensez-vous peut vraiment être le champion de l'UPC? Vokouma semblait dire que c'est de facto. C'est pas une question, ça. Non, mais on ne sait jamais. Hein. Bon, je ne sais pas. Pour moi, j'ai fait un diable. C'est un parti démocratique, il aura certainement une désignation. Évidemment. Mais démocratiquement. Donc, vous pensez que ce serait Je pense que sur les aveugles et les. Démocratiquement, le Zéphirin Diabré sera reconduit à la plébiscite. Loukman ouvre une porte déjà ouverte. Ah bon, d'accord. Merci à vous. On termine donc sur ce sujet de l'UPC et puis on enclenche sur une autre question assez importante de notre gouvernance, c'est la lutte contre la corruption. Et donc le rapport 2018 du RENLAC est tombé, le RENLAC 2017 pardon du RENLAC donc est tombé et ce classement-là nous ressort par exemple la police municipale qui vient donc en tête, la police municipale qui vient en tête du peloton, la douane et la direction générale des transports. Alors, je vous pose la question, hein, parce que est-ce que quand on regarde un peu ce rapport-là, comment vous l'appréciez déjà dans la forme? C'est que c'est pas la première fois que ce rapport vient, mais étant donné que c'est un autre rapport, dans la forme, comment vous l'avez apprécié? Ali bon, moi, je suis bien content chaque fois que le RENLAC propose son rapport, ça permet de savoir, puisque c'est dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais c'est un rapport qui commence un peu à me saouler parce que c'est un peu toujours les mêmes choses. Je vois toujours les policiers municipaux qui sont épinglés, mais je vis aussi dans la société. Hein, quand je regarde le train de vie des policiers municipaux, le train de vie des autres policiers, je ne sais pas ce qu'ils font bien de l'argent de leur corruption. Et ça devait être une grande question que le RENLAC doit chercher à savoir. Je pense qu'il faut que le RENLAC fouille davantage pour nous sortir les vrais corrompus de ce pays, quoi. Parce André que ça fait un peu. Quand on lit les comptes rendus, il ressort que le RENLAC a fait, par exemple, 258 contacts avec la police municipale et 244 ont fait l'objet de corruption. Au niveau de la douane, sur 60 sollicitations, 38 ont aussi fait l'objet de corruption. Et à la direction générale des transports, 62 cas de corruption ont été enregistrés sur 118 sollicitations. Alors, non. Moi, j'ai deux problèmes avec les rapports du RENLAC. D'abord, on nous présente toujours le derby des corrompus. C'est la police nationale, la douane, les impôts, la DGTM. Et quand ils font le match, ce qui intéresse les gens, c'est de voir qui va sortir premier. Mais on connaît déjà ceux qui vont jouer le match. Pour moi, ça fait 10 ans que ça dure. Le deuxième problème que j'ai, c'est qu'est-ce que le RENLAC, en tant que groupement d'intellectuels luttant contre la corruption, propose d'une manière concrète pour lutter contre cette corruption. Il y a des choses très simples qu'il faut faire. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous êtes déjà allé à la banque, retirer 1 million avec un caissier et lui donner 1000 francs? Pourtant, il vous donne l'argent, mais vous ne lui en donnez pas. Parce que le système est fait de telle sorte que vous n'avez pas besoin de corrompre la personne qui est à la caisse pour retirer votre argent. À la police, qu'est-ce qui fait que les gens sont corrompus? C'est le temps qu'on leur donne. Si vous prenez une pièce d'identité de quelqu'un, et que vous pouvez faire 30 minutes avec la pièce sans que rien ne se passe, le gars, il sait il doit aller rapidement quelque part. C'est le temps que le gars va perdre qui va faire qu'il va vous corrompre pour ne pas perdre ce temps-là. Si vous faites disparaître ce temps-là, parce que si vous allez à la caisse dans une banque, vous vous mettez en ordre, et puis ça vous arrive, on vous paye.
Mais si vous voulez maintenant passer entre les mailles de la file, c'est en ce moment-là que vous allez vouloir corrompre le caissier. Or, ça, c'est pas possible. Deuxième chose, si vous partez, j'imagine seulement le jour où le RENLAC va proposer, par exemple, des macarons, pour dire, moi, je n'accepte pas la corruption, et que le gars va porter le macaron, il va s'arrêter à la police, et il va attraper quelqu'un. Si tu sais lire, et tu sais que le gars porte un macaron qui dit, moi, je ne fais pas de la corruption, toi-même, tu ne vas pas le corrompre, parce qu'il va te dire, voilà ce que tu vas faire, ou bien tu fais, ou tu ne vas pas. Or, aujourd'hui, on a laissé le temps, il n'y a pas de proposition concrète pour dire, dans un groupe, il y a des gens qui refusent et il y a des gens qui ne refusent pas la corruption. J'ai vu des bureaux où les gens ont marqué clairement, dans ce bureau-là, nous n'acceptons pas la corruption. Et quand toi, tu viens pour demander quelque chose là, en voyant ça là, toi-même, tu n'as pas le courage. On peut dire ça à l'envers aussi. Non, ça veut dire les gens vont regarder par la pratique. Ça c'est l'approche sensibilisation. Oui, et même l'approche psychologique et de faire pour que les gens dissuader. Pour dissuader les gens. Parce que quand les gens viennent chez vous, par exemple, le papier n'est pas signé. Vous prenez un papier de quelqu'un. Vous voyez à la police nationale, on a dit qu'ils sont à un autre niveau. Quand vous partez à la police nationale, il y a 2 ans, 3 ans, pour légaliser votre papier, vous êtes obligé de vous aligner, de donner le matin et de revenir le soir récupérer. D'accord. Maintenant, vous partez, on le fait sur place. Est-ce que vous pensez que les gens ont besoin d'être corrompus? Puisqu'il suffit de donner, de t'arrêter aussi pour... D'accord. Merci André Djamil-Gouraud. Ce sont des choses comme ça qu'on doit faire. Ce que disait André Djamil-Gouraud, je crois que ça ressort un peu aussi dans les enquêtes qui ont été menées. Selon le rapport, les enquêteurs ont aussi enregistré des témoignages de certains citoyens. Il ressort que sur 2000 personnes interrogées, 477, soit 23,9% ont offert directement ou des rétributions à un agent public en contrepartie des services, d'un service. Évariste Concebo. Comme le que je dis, c'est des chiffres, hein, c'est des enquêtes. Moi, je constate que... Apparemment, ce sont les usagers qui donnent... Oui, mais moi, je suis un peu gêné parce qu'ils disent qu'ils ont été en contact sur 258 cas, il y a eu 244 cas dans le cas, par exemple, de la police municipale. Ça veut dire quoi? Ils ont des preuves, non? Ils ont été en contact, non? C'est des contacts, c'est-à-dire ils ont placé des gens dans des situations qui les ont amenés à découvrir. Mais écoutez, quand on est une organisation pour défendre, pour lutter contre, il faut agir. Moi, je sais, d'autant plus que ça, il n'y a pas meilleure preuve que ça. Bon, sinon, si chaque année nous égrenait ça, je ne sais pas. Alors, Vokouma, avec toi, on va rapidement parler des résultats là. Est-ce que ces résultats là sont vraiment expressifs de la teneur de la corruption dans notre pays? Est-ce que c'est pas les petits poissons qui sont là vus, mais parce que quand on regarde, il y a quand même de gros scandales. Dans le pays en 2017 comme en 2018, des gros scandales en milliards. Mais que donc la police municipale pour 100 francs ou 1000 francs viennent à la tête, etc. Est-ce qu'on ne laisse pas de côté les gros poissons? On ne parle pas de la grande corruption. La grande corruption comme la petite corruption, c'est de la corruption quand même. Et oui, d'accord. Les conséquences sont les mêmes en termes économiques, en termes de développement. Vous voyez, quand l'entrepreneur est obligé de débourser beaucoup d'argent pour obtenir un marché et qu'il lui reste juste une petite enveloppe pour faire la route, il faut bien qu'il ait sa marge. Vous avez le cabinet de conseil qui va l'assister, qui va aussi prendre sa part, et au final, c'est la route qui est mal faite. Oui, mais justement, quand on parle de ça, il y a des gros montants. Là, c'est en milliards. Par exemple, les marchés publics, ce sont des milliards pour faire des routes. Ce sont des milliards. Est-ce qu'un seul marché, la corruption qui peut être faite sur un seul marché ne dépasse pas la corruption de toute la police municipale en une année? Oui, mais un seul marché. Pour la police municipale, ça c'est le résultat de l'incivisme. D'accord. Oui, c'est le résultat de l'incivisme. Quand les gens brûlent le feu, tout le monde sait que quand le feu est rouge, il faut s'arrêter. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Tout le monde sait ça. Même ceux qui n'ont pas fait le cours de la route savent. Mais vous avez des gens qui brûlent le feu. La police les arrête. Au lieu de subir, de payer comme il faut, une contravention en bonne et due forme, ils préfèrent négocier, payer quelque chose pour partir. C'est eux qui alimentent. C'est eux qui alimentent la corruption. C'est les inciviques qui alimentent la corruption. La police n'arrête pas quelqu'un qui n'a pas brûlé le feu. Et quand vous brûlez le feu, que vous le voulez... bien sûr, la police n'arrête pas quelqu'un qui n'a pas brûlé le feu.
Oui, mais Vokouma, en fait, ce que nous sommes en train de tenter de dire, est-ce qu'on n'a pas laissé de côté le gros poisson pour les mini-frétins? Quand on parle le policier municipal qui prend 1000 francs pour un grillage de feu en griffe, est-ce que c'est à comparer avec, par exemple, la douane, ou par exemple, pour faire passer des produits frauduleux, on paye suffisamment d'argent, etc., la fraude fiscale, etc. Et c'est ça. Mais il y a eu des années où la douane était en tête du classement. Je veux dire, cette année, oui, même là, la douane est en voilà, dans les deuxièmes, ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas un honneur, ce qui n'est pas un honneur pour la douane. Non, je quand même. D'accord, André. Pour régler ce problème-là, c'est très simple. Le RENLAC, s'il change son fusil d'épaule, il prend par exemple une école qui a été décoiffée. Le RENLAC prend les moyens pour amener quelqu'un à aller expertiser l'école. Pour voir pourquoi l'école a été décoiffée. Il va voir que l'école a été mal construite. Il attaque la personne qui a construit l'école. Et on regarde son marché. On dit, ton marché a coûté 20 millions pour construire une classe. On ne voit pas comment, avec 20 millions, tu peux construire une classe qui a été décoiffée par le premier venu. Le gars va commencer, il va se mettre à table, il va commencer à raconter. Moi, j'ai reçu 20 millions, mais j'ai été obligé de donner... Ça se sait, ça. Non, attends. Non, c'est non, d'accord. Ali, oui, ce que je veux dire, c'est ça la meilleure enquête. Oui, c'est ce que je voulais dire tout simplement en disant que le RENLAC nous fatigue un peu avec ces enquêtes un peu, ces enquêtes légères, quoi. Si je termine, peut-être que c'est l'orientation, peut-être que vous devez, peut-être que c'est l'orientation qu'il faut voir, parce qu'on a l'impression que les gros poissons ne sont pas touchés, parce que les scandales quand même, parce que le citoyen s'est dit, mais avec tous ces scandales qu'on a, on vient parler de la police municipale, quand bien même la police municipale aussi. Je souhaitais terminer. Oui. Parce que vous voulez attraper les gros poissons. Mais si vous n'allez pas à la pêche, vous n'attrapez pas le gros poisson. Je termine, oui, rapidement. Si je terminais mon idée, quand vous allez demander à l'entrepreneur qui a construit, il dit, moi j'ai pris 20 millions, mais j'ai été obligé de donner 10 millions à André Eugène, qui m'a donné le marché. Mais vous allez remonter à André Eugène pour dire, effectivement, est-ce que tu as pris les 10 millions? Et c'est comme ça qu'on va remonter, et quelqu'un va dire, écoutez, si je donne les 20 millions, je sais qu'en prenant 10 millions, je vais aller devant le juge, Ouattara, mais je ne vais pas prendre les 10 millions. Et en ce moment, le gars va prendre ces 20 millions pour construire la vraie école, parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire autrement. Mais si on vient dénoncer simplement ceux qui prennent 2000, mais pour attraper les gros poissons, il faut que vous alliez au fond et au large pour attraper les gros poissons. Or, j'ai l'impression que le RENLAC, là, ça allait au bord de la voie. Je voulais juste dire quelque chose. En fait, c'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit qu'ils étaient en contact avec les cas de corruption. Il fallait agir. Donc, ils ont la qualité pour ça. Maintenant, c'est vrai que l'impunité, vis-à-vis de la grosse corruption là, ça nourrit et ça encourage la petite corruption. Le petit policier se dit, mais attendez, les gens ils prennent des milliards et rien. Pourquoi moi à son niveau je vais pas, à mon niveau je vais pas prendre? C'est ça. Je peux ajouter un mot juste. Oui, le RENLAC, ce que le RENLAC pourrait faire pour vraiment accompagner les structures à lutter contre la corruption, c'est mettre un dispositif. Ils ont les moyens et ils ont l'expertise pour ça, pour accompagner, mettre en place une charte d'éthique, quelque chose comme ça dans les structures, et les accompagner à lutter contre la corruption à l'intérieur parmi les membres. Je pense que c'est cette démarche pédagogique-là qui n'est pas encore faite, et je pense qu'au niveau de la police municipale, s'ils mettent en place ce dispositif, peut-être que dans l'année prochaine, ils n'auront pas le déshonneur de conserver leur titre. Je termine juste. André Eugène a bien expliqué ce qu'il faut faire. André parle de la méthodologie. Oui, la méthodologie. Parce qu'effectivement, quand on construit une école le matin, et puis le soir, la petite brise du soir vient faire tomber le toit, on mène une enquête. Apparemment, le RENLAC n'a pas les moyens de faire les enquêtes. Le RENLAC fait les enquêtes auprès de... Voilà, ils le font pas. Il faut les enquêtes auprès des policiers municipaux qui... Merci Ali. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que le RENLAC fait la part entre la grande corruption et la petite corruption également. Donc la petite corruption est une corruption également, il faut le dire. Voilà, c'est une corruption également. Donc il faut le noter. Alors on va terminer avec au plan national avec un autre dernier sujet qui est aussi important parce qu'il est question de l'éducation. Donc ce sont les examens scolaires. On a remarqué que cette année par exemple, on peut dire les chiffres, hein, il y a eu près de 400 000 candidats pour le BEPC, au baccalauréat 96 000, près de 97 000 candidats, au CEPE donc près de 400 000 également. Alors, quand on regarde un peu les chiffres, les taux, depuis 10 ans, les 10 dernières années, on remarque que seul le CEP
franchi la barre des 60%. Le BPC, c'est le taux moyen, en tout cas les 10 dernières années, c'est 24,60%. Le baccalauréat, c'est 40,40%. Et quand on prend l'année 2018, cette année-là, le CEP, c'est 64,77%, le BPC, 42,91%, et le bac, là, c'est quand même un peu catastrophique, 28,45%, et ça doit être le taux le plus bas de ces 10 dernières années. D'abord, pour les 28% au bac, là, c'est le premier tour. Et c'était la tendance. D'accord. Ce n'est pas le chiffre que l'on peut garder, mais ça tourne toujours autour de 35, 36, meilleur moyen, 39. Mais ce qu'il faut dire, la première des choses, si vous regardez les statistiques, puisque les statistiques sont un outil de décision, la première des choses qu'il faut dire, c'est que c'est pas bon. Mais il y a des gens qui s'engargarisent, il y a des gens qui sont heureux de dire au bac là on a fait 40%. Je voudrais illustrer ma réflexion. Vous savez, quand vous avez 70% au certificat d'études, vous avez plus 100 enfants en bas âge, vous les avez mis ensemble, 100 élèves, vous donnez à un maître. Au bout de 6 ans, il vous déclare que 72% ont eu le certificat d'études. Les autres là, éliminés. Vous refaites vous les rassemblez encore tous ceux qui ont eu le certificat d'études. Vous en mettez 100. Vous donnez à un professeur ou à des professeurs. Au bout de 4 ans, ils vous disent, il y a 42% sur les 100 que vous m'avez donnés là, qui gagnent le BPC. Vous rassemblez encore ceux qui ont eu le BPC à 100. Vous donnez aux professeurs. Et au bout de 3 ans, ils vous disent, il y a 40% qui gagnent le bac. Je donne une métaphore. Vous êtes un éleveur du dimanche. Vous partez à Saponi, vous prenez des hectares. Vous achetez 100 moutons. Vous prenez un berger, vous lui donnez les 100 moutons. Au bout de 4 jours, vous repartez, il vous en reste 70. Vous dites, bon, c'est pas grave, je glace mon cœur comme 6 jours. 6 jours. Non, 4, puisque c'est 4 ans après pour le BPC. Ok, après d'accord. Ok. Donc, 4 jours après, il vous reste 60. Vous dites, bon, je ne vais pas m'énerver, c'est bon. Vous partez dans le village encore, vous rassemblez encore d'autres moutons, vous le mettez à 100. Vous lui donnez. Le dimanche prochain, 7 jours après, vous partez, il vous en reste 40. Moi, je suis presque convaincu que ce berger-là, il va dormir au commissariat, si vous ne l'abattez pas. Or, ce qu'on fait avec nos enfants, c'est la même chose. Vous donnez 100 enfants aux enfants, ceux qui les prennent, ils vous en donnent 40, et personne n'enseigne mieux. Moi, je dis, tous les ministres de l'Éducation nationale, il faut les passer à la guillotine. Tous les... Ah oui, c'est trop. Parce que ça, c'est nos enfants. Ça, c'est excessif, ça. Sinon, il ne va pas en rester. Attendez. Dans tous les pays, on va les passer à la guillotine. C'est pas seulement au Burkina. Non, il y a des pays où on a 75 au bac, on a 80 au bac. Oui, mais ça suffit pour les passer aussi, parce que ici, il faut pas 100%. Mais ce que je veux dire, quel est le taux pour passer à la guillotine? Ici, c'est inacceptable que vous preniez 100 enfants et qu'au bout de 4 ans, il vous en reste 40. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites? Et là, il faut que nous, on s'interroge, parce que si on s'assoit pour s'interroger, si vous passez le ministre à la guillotine, André Eugène va passer à la guillotine parce qu'il est un parent d'élève. Qu'est-ce que lui, il fait avec son enfant pour qu'il soit... Si vous passez André Eugène à la guillotine, vous allez passer aussi son enfant à la guillotine. Mais là, on va créer le chaos, je parle du système scolaire. Je parle d'une manière excessive. Mais c'est pour mettre le doigt dans la plaie. Parce que, vous voyez, tout ce qui nous arrive là, c'est à partir des années 80. Si vous regardez les analyses, vous regardez les chiffres. Parce que depuis les années 80, on a foutu l'autorité de l'éducation par terre. D'accord, on va revenir tout à l'heure. Alors, Ali, par rapport à ce chiffre-là, la baisse... Oui, les chiffres là... les causes, c'est quoi? Les chiffres là ne sont pas bons. Ce sont les enfants, c'est le niveau de l'école. Il y a beaucoup de paramètres. D'abord, les parents, commençons par les parents que nous sommes ou bien que nous serons. C'est-à-dire qu'il faut que nous, les parents, d'abord, on prenne le temps de suivre nos enfants quand ils rentrent le soir, de voir leur cahier, de connaître leurs enseignants, de passer de coups de fil de temps en temps à l'école pour voir comment se comporte l'enfant. Pas seulement sur le plan pédagogique, c'est pas seulement pour savoir si l'enfant a 10 sur 20, non, mais comment il se comporte déjà vis-à-vis de son enseignant, vis-à-vis de ses camarades, de le savoir. Ensuite, il y a les programmes que l'État donne. Il faut que l'État donne des programmes assez intéressants. Moi, j'étais d'une génération où on nous a fait le Derry-Belk, l'Union soviétique. Bon, l'Union soviétique n'existe plus. L'Amérique, ceci, cela, ça ne me sert à rien dans ma vie. Par contre, on a passé le temps à me bourrer la tête, à me fatiguer, alors qu'on aurait pu m'enseigner des choses beaucoup plus pratiques et on allait avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Donc, pour l'État, c'est de revoir le curriculum, comme ils disent, les enseignements.
Ensuite, il faut voir la situation des enseignants. Il y a quelque temps, il y avait la grève des enseignants et on a vu sincèrement que ces messieurs vivaient dans des conditions assez difficiles. Il faut revoir aussi un certain nombre de choses, de paramètres pour que tout le monde s'implique dans l'éducation des enfants. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre cet échec-là ou cette baisse du niveau des taux-là en relation avec cette loi qui voudrait que, ou ce paradigme qui voudrait qu'on dise école pour tous, donc il n'y a pas d'enfants qu'on renvoie à l'école. Au CP1, quand on y entre, c'est pour aller au CM2. Voilà. Ouais, c'est le continuum. Mais si c'était le cas, on aurait poussé tout le monde pour partir. Or, on voit très bien que les échecs, les déperditions en route, c'est trop, c'est beaucoup. Et surtout du côté des filles, il y a beaucoup de déperditions. Donc, il faut revoir tout notre système d'enseignement, à partir même de la famille jusqu'à l'école. Il faut que les enseignants, et puis ce que Eugène dit, bon, j'ai compris qu'aujourd'hui il était un peu chaud, il parle de guillotine, mais on pourrait trouver... Il voulait juste illustrer... J'ai compris. Voilà, je voulais lui proposer autre chose, on pourrait trouver notre mécanisme pour châtier des fautifs, mais la guillotine... Moi, en fait, je voudrais bien me focaliser sur le cas des déperditions, parce que en fait, qu'est-ce qu'on met en place pour les récupérer, parce qu'ils ont été dans le processus, dans le système, c'est des gens qui ont un niveau quand même qui peut leur permettre d'accéder aux enseignements techniques. Or, vous savez très bien que de plus en plus, on dit que pour les pays comme les nôtres, nous avons besoin de bac-5, bac-8 que de bac+8. Et ça, c'est la technique. On peut les récupérer dans des métiers. Ils peuvent bien gagner leur vie. Ils peuvent même bien s'en sortir. Le problème, c'est que tu dis, Évariste Consembo, est-ce que c'est vraiment le problème peut-être du système de récupération, comme on fait pour les ordures ménagers, on fait de la récupération. Oui, mais c'est ça. Est-ce que dans le système scolaire, on l'a pas? Parce que, par exemple, quand tu prends la salle, le collège La Salle, quand on est renvoyé au collège La Salle, on ne part pas à la maison. On a d'autres établissements où on atterrit. Les lycées scientifiques, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, quand on échoue au lycée scientifique parce qu'on n'a pas eu la moyenne nécessaire pour passer, on vous envoie par exemple au lycée ailleurs, dans un autre lycée, pour permettre de récupérer. Je rejoins Eugène quand il dit que certains ministres devaient passer à la guillotine. Mais non, à sa décharge, les ministres ne sont pas nommés sur la base des résultats. Vous savez comment on nomme les ministres? C'est ça en fait. Donc si la matière en fait, vous savez bien qu'on dit oui on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans ça? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On va écouter Voukouma et puis on revient à André Eugène. Voukouma. Est-ce que ce sont par exemple le personnel, les acteurs, c'est-à-dire les enseignants, le gouvernement, ou bien c'est peut-être la famille ou les enfants eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas aussi oublier quelque chose. Les enfants d'aujourd'hui, c'est pas ceux d'hier. Hein. Bon, sur les problèmes d'éducation, on en a parlé ici, puisqu'il y a eu un rapport parlementaire qui a été publié en fin d'année. Nous avons évoqué ça ici et largement. Mais sur les résultats de cette année, bon, c'est toujours partiel puisque le Nord n'a pas composé pour des raisons. Mais on a les 10 dernières années. Non, mais les statistiques sont basées. Non, je ne parle pas des résultats de cette année. Oui, mais c'est presque la même chose. Voukouma, les statistiques que nous avons sont sur ce qui a été fait. Donc, c'est ceux qui ont composé, qui ont passé l'examen, c'est les statistiques sont liées. Donc, on ne parle pas de ce qui n'a pas été fait. Non, mais puisqu'on est parti sur les résultats de cette année pour analyser sur le fond. Ce que je vais ajouter, c'est que, personnellement, j'avais eu beaucoup de craintes lorsque le mouvement de grève a été d'une durée excessivement longue. Ça finit fin janvier. Et tout le monde se demandait, à commencer par les parents d'élèves, est-ce qu'ils allaient pouvoir rattraper le retard? Apparemment, le système qui a été mis en place a permis de rattraper le temps perdu. Maintenant, sur le taux excessivement bas, je suis d'accord avec Eugène Ilboudo. La tendance, comme tout n'est pas fini. Voilà. Bon, on connaît le diagnostic, ça a été fait, on sait. Le sureffectif, le manque. Si vous prenez toute la zone depuis ici jusqu'à Kosodo, vous allez peut-être compter 2 établissements publics. Tout le reste, l'enseignement a été laissé entre les mains des marchands. C'est vrai. Il y a des garages, il y a des entrepôts que des gens ont achetés pour transformer en établissement. L'école est devenue une marchandise, un produit commercial. Et c'est cette tendance-là qui donne ces résultats-là. Quand par exemple, moi je suis d'une certaine génération, quand on t'excluait d'un établissement, avec une mauvaise note, mais tu avais du mal à trouver un établissement d'accueil. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il suffit que le parent débourse de l'argent
dans un établissement, hop, et on te prend. Mais non, mais ça joue énormément André sur ça. Et on ne peut pas. Très rapidement, et puis on va parce que on va poser le cas rapidement. Le débat va s'ouvrir avec les téléspectateurs. Et le cas, par exemple, du Sahel, l'examen spécial aujourd'hui, on a dit qu'il y aura un examen spécial pour eux. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'examen spécial. C'est quand même un cas aujourd'hui qui se pose. Non, l'examen vient de finir, le BPC vient de finir. Quand ils disent qu'ils vont organiser ça, ils n'ont pas dit qu'ils vont organiser ça 2 jours, 3 jours après. Moi, j'imagine qu'ils vont faire ça peut-être en septembre. Mais en attendant, le temps que les enfants passent... Avant la rentrée. Oui. Pour moi, ce n'est pas là le problème. Vous avez posé des questions. Moi, je dis il y a 2 attitudes. C'est l'attitude des Burkinabés par rapport au savoir, par rapport à la connaissance. Vous avez des gens qui vous disent, même avec un enfant qui a 1 de moyenne, il peut aller en classe supérieure. C'est l'attitude que nous avons vis-à-vis du savoir. Quelqu'un qui est bon, qui a 1 sur 10, il ne connaît rien. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il peut aller en classe supérieure. C'est le continuum, non? C'est ça, le continuum, c'est permettre... C'est un débat qu'on a calqué ailleurs. Je vais dire, ce sont les bailleurs de fonds. Mais vous savez, un pays se construit sur son intelligence. Et moi, je ne prête pas l'intelligence de quelqu'un pour construire ma propre vie. Une nation ne peut pas aller calquer sa vie sur ce que les gens lui disent de faire. Non, mais c'est ça que j'ai dit. Donc, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis du savoir, vis-à-vis de la connaissance. Et ça, ce sont les intellectuels qui l'ont. Parce que quand des maîtres vous disent, parce que je n'ai jamais vu un maître qui fait un cours et qui dit, moi je fais mon cours, s'il y a 2% de mes élèves qui comprennent mon cours là, je suis satisfait. Chacun met la barre haute, 75%, 95% doivent comprendre ce que je dis et sont capables. Je suis de l'enseignant. Aujourd'hui, là, j'enlève ma casquette de journaliste là. Je parle en tant qu'enseignant. Or, vous avez des écoles où vous dites que vous avez 95% des gens qui doivent comprendre et à l'examen, il n'y a que 20% qui comprennent. Posez-vous la question de ce qu'on fait. Deuxième chose, je voulais terminer sur la question des ministres. J'ai regardé les statistiques du certificat d'études. Ils ont été très mauvais en 2012, en 2013. Il y a une personne qui est arrivée en 2014 et qui a rassemblé tout son staff, qui a dit, moi je n'accepte pas ces résultats-là. Et c'est qui? C'était Koumba Bouli. Ok. Vous allez me dire pourquoi nous avons autant de mauvais résultats. Les gens se sont assis et on lui a dit tout le mal qu'il pensait du système éducatif. Et la personne a dit, je règle les problèmes que vous me dites, mais vous me réglez les résultats. Si vous regardez les statistiques des 10 dernières années, vous verrez que les statistiques de 2014, 2015, 2016 ont bondi. En tout cas, 2014, on a CP, on a 82. BPC, on a 28. Bac, on a 36. 2015, 73 pour le CEP, 39 pour le BPC, Bac 38. 2016, 61 CEP, 29 BPC, ça commence à tomber, 39 pour le bac, et puis CEP 72 en 2017, 28 pour le BPC et 39 pour le bac. Ce que je voulais dire simplement, c'est que si vous avez un leadership qui sert dans l'éducation, ça va monter. Merci André Djelibouro. On va terminer, on va revenir. Dans tous les cas, certainement, il y aura des questions là-dessus. On aura le temps de revenir. On va finir avec la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire avec ce qu'on a vu. Alassane Dramane Ouattara désigné président du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie. Alors, Henri Konan Bédié et le PDCI ont donc boycotté cette assemblée générale-là. Et les ministres et responsables des institutions membres du PDCI ont tout de suite été exclus du secrétariat exécutif, suspendus du secrétariat exécutif. Et puis bon, il y a là l'entretien de Soro Guillaume aussi récemment, qui déjà dit qu'il pense réfléchir sérieusement à sa candidature aussi en 2020, prétextant, ou en tout cas se basant sur la brèche ouverte par Ouattara qui disait que lui et Bédié prépareront les jeunes, une nouvelle génération pour 2020. Alors, sur cette question-là, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Henri Konan Bédié participa au RHDP, il suspend tous ceux de ses membres du parti qui ont été au RHDP, et qui sont membres du gouvernement et donc de certaines institutions. Il les suspend de son secrétariat exécutif, pour ne pas dire qu'il les met en marge. Alors, Guillaume Soro qui donne une interview qui dit, lui, il va y réfléchir, mais d'abord, il va en parler à Ouattara et à Bédié. Ouattara qui dit, qui prend la tête du RHDP, qui est la machine électorale pour 2020, mais en même temps qui dit qu'en 2020, lui et Bédié, ils vont tout faire pour qu'une nouvelle génération vienne en tête. Alors, de tout ça,
qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'était vraiment un vaste marché de dupes dans la politique ivoirienne? C'est le feuilleton ivoirien. C'est le feuilleton ivoirien des échéances 2020 qui se poursuit. Chacun répond au tic au tac. Quand on regarde donc le déroulement, on peut prévoir, c'est le tic au tac. Bédié avait prévenu à l'avance que tous ceux qui iraient donc à ce congrès sans son accord allaient en subir les foudres. Et immédiatement après, il l'a fait savoir. Donc Ouattara aussi a maintenu donc son plan, a déroulé jusqu'à la fin. Mais bon, on note quand même qu'ils se sont donné, je pense, un délai assez long, je pense, de 6 mois ou c'est combien de temps là, pour pouvoir encore recadrer les choses. Espérons, comme ils se parlent toujours, espérons. Voilà. Oui. Quand Ouattara dit qu'en 2020, ils vont se voir entre eux anciens pour que une nouvelle génération vienne. Et pendant ce temps, il prend la tête du RHDP. C'est donc pour faire quoi? Pour faire aboutir cette idée de nouvelle génération qui viendrait? Ou est-ce que c'est justement une intention, peut-être, une volonté de vouloir lui-même se présenter en 2020? Le problème de M. Ouattara, c'est que, personnellement, je n'arrive pas à le comprendre. C'est-à-dire, il change en permanence. Il avait dit qu'il ne finirait pas son mandat, qu'il démissionnerait cette année, mais avant 2020. Bon, il est revenu sur ça. Puis, il a changé la constitution, il a créé un poste de vice-président, il a mis Kablan Dankan, et on avait compris que sa manœuvre, c'était pour se positionner pour 2020. Et aujourd'hui, il nous dit que non, il va se concerter avec Henri Konan Bédié pour une nouvelle génération. Bon, c'est un jeu de mots. J'ai bien apprécié la réaction de Soro, mais il se trompe. Il a dit nouvelle génération, il n'a pas dit la jeunesse, il n'a pas dit les jeunes. Ouattara a 75 ans, Kablan Dankan, c'est dans la même génération. Si vous mettez Gon Coulibaly qui a 10 ans de moins, c'est une nouvelle génération. C'est pas un rajeunissement. C'est pas un rajeunissement. C'est une nouvelle génération. Est-ce que c'est ça qu'il a dans sa tête? Je n'en sais rien. Et là, c'est une déclaration circonstancielle qu'il a faite. Parce que la pression du PDCI est forte pour une raison simple. Et là, Ouattara a réussi l'exploit de rendre Bédié très sympathique et très démocrate. Parce que quand on regarde depuis 2005, celui qui n'a pas respecté l'accord, c'est bien M. Ouattara. Et toute cette manœuvre-là, quand vous prenez un parti au forcing, le rassemblement au forcing, dont il prend la direction, sans l'accord du PDCI, ça c'est un rassemblement du RDR. C'est le rassemblement des Oufouétites pour la paix du RDR. Il n'y a pas de PDCI. C'est une fuite en avant et je pense que... Il y a le PDCI de Mabritoacus. Oui, bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait rappelé dans le gouvernement récemment. Mais je pense que tout ça, ça n'est pas rassurant pour 2020. Je le dis tout de suite, oui, je l'avais déjà dit ici. Je suis très inquiet pour la Côte d'Ivoire. Si Ouattara voulait stabiliser, parce que c'est l'argument qu'il a sorti, stabiliser la Côte d'Ivoire, je pense qu'il c'est tout simplement de respecter l'accord qui a été signé en 2005 avec le PDCI, de laisser cette année 2020 une candidature du PDCI qu'il soutienne. Point barre, le pays va retrouver la stabilité. Et lui, il a été réélu en 2015. Dès le premier tour, ça permet de stabiliser davantage le pays. Alors, au deuxième tour, s'il y a un deuxième tour, je ne suis pas sûr que le pays ne va pas encore tomber dans la violence. Dans l'interview de Soro, qui vient donc enfoncer une porte ouverte par Ouattara, qui dit que lui, il n'y réfléchissait pas, parlant de sa candidature, mais depuis que le président a dit qu'il va passer à une nouvelle génération, il va lui aussi commencer à y réfléchir très sérieusement, mais qu'il en parlerait d'abord à Ouattara et à Bédié. Ouais, bon, qu'il ne réfléchit pas à ça, ça c'est pas... Parce qu'il dit qu'il ne voulait pas une compétition précipitée. Voilà, bon, oui, ça c'est pas très vrai. Il réfléchit, c'est un homme politique, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Donc, bon, évidemment, il réfléchit au jour le jour sur la question du pouvoir. Bon, bref, c'est pas grave. Mais il veut en parler à Bédié et à Alassane. Ce sont ses aînés. En même temps, ce sont ses alliés politiques. Donc, il veut certainement dire, bon, je vais les voir pour être adoubé par ces deux. Or, je sais très bien qu'il ne va pas être adoubé par ces deux. Certainement, un va l'adouber, l'autre pas. Donc, je pense que Guillaume Soro se prépare à aller tout seul aux élections, mais il ne veut pas le faire dans un état conflictuel. J'ai regardé une vidéo où il disait « Ceux qui comptent sur moi pour faire palabre, là, je ne suis plus dedans. Je suis pour la paix, j'aimerais bien aller rendre visite à Gbagbo Alaye, si le président Bédié, et si le président Alassane Dramane Ouattara me le permet. » Donc, ça veut dire que Guillaume Soro se positionne
non pas comme le guerrier, mais le faiseur de paix maintenant. Oui, il a même dit dans son interview qui est passé ce matin sur RFI, il a même dit que quand il va rentrer, parce qu'il revient des missions, il va essayer de rencontrer les deux anciens et puis essayer de voir comment il peut les réconcilier. Donc, comme ce que Vokouma disait, Alassane Dramane Ouattara permet encore à Guillaume Soro de se repositionner, de se refaire une autre virginité. Ce n'est plus le chef de guerre, mais de se présenter en rassembleur. En rassembleur, en faiseur de paix, en ceci, cela. Donc, André Janiboudou, il y a un jeu de cache-cache. Pourquoi est-ce que finalement, ni Bédi ni dit on ne voit pas le fond de sa pensée, Ouattara également ne voit pas le fond de sa pensée, Soro également joue un peu slalom, mais finalement, on se demande qu'est-ce qui fait peur aux uns aux autres, que chacun puisse s'affirmer. Ben écoutez, on est encore en politique où la meilleure façon de dire le vrai, c'est de prêcher le faux. Mais ça, c'est bon. Encore une fois, c'est vraiment dommage qu'on vienne à nous poser des questions comme ça. Parce que normalement, si chacun respecte les conventions dites même d'une manière cachée. Moi, je suis sûr que l'appel de Daoukro, là, il y a des choses en bas que les gens se sont dites entre eux, Daoukro, qui n'ont pas mis dans l'accord. Mais ce sont des accords sur lesquels ils se sont mis d'accord. Or, si vous venez à violer ça, on ne peut pas ne pas avoir tout ce que l'on a. Aujourd'hui, encore, c'est vraiment, comme disent les mots, si vous avez tapé sur la carte. C'est comme si... chacun se positionne. D'accord, c'est comme si quelque part, il y a un totem que chacun fait attention. Ah ben, autour du totem. D'accord. Alors, on va ouvrir donc le débat maintenant avec nos téléspectateurs. Le premier qui appelle, c'est Lionel Congo, qui appelle de Zignaré. Lui, son intervention portera sur l'UPC, donc le congrès de l'UPC. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Congo. Oui, bonjour, BF1. On vous écoute. Ok, nous suivons effectivement l'émission avec intérêt. Merci. Et moi, j'aimerais intervenir particulièrement au niveau du désordre qui règne au sein du l'UPC. Bon, quand j'écoute le plateau, il y a certaines personnes qui semblent ne pas accepter qu'il y a vraiment un désordre. Moi, je pense que si monsieur Ali Compaoré et monsieur, comment on l'appelle encore, je pense qu'il faut être clair. Voilà. Si l'UPC veut réellement se réorganiser, il faudra mettre de l'ordre au niveau de leur parti politique. Parce que moi, ça me rappelle un autre parti. Quand certains voulaient démissionner, on a qualifié ça que c'est des choses qu'on pourrait balayer du revers de la main. Mais par la suite, on a vu que c'est pas vrai. Voilà. Parce que quand même 13 députés, si ces gens-là venaient à quitter, je me demande si chacun est député dans sa province. Imaginez. C'est-à-dire que l'UPC ne pourra pas engager toutes les voix dans la province. C'est pas évident. Donc moi, je pense que c'est une question qu'il faudra trancher clairement. Clairement. Il faudra que Zéphirin Diabré ait le courage de mettre de l'ordre. Parce que quand vous prenez, depuis 2014-2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de cadres de l'UPC qui ont quitté? Il y a les Élysée Kiemdé. Bon, il y a encore tout récemment Luna Ouattara. Bon, c'est quand même des poids lourds. Et je sais qu'un parti politique aussi ne peut pas fonctionner sans un certain nombre de cadres. C'est difficile. C'est comme une équipe de football. Si vous voulez gagner, il faut avoir une bonne défense, il faut avoir un bon gardien, des bons milieux et puis des bons attaquants. Voilà. Mais quand vous dites que bon, c'est des effets comme ça qu'on pourrait balayer, non, moi je pense que c'est très très sérieux. Et quand on aspire à diriger un pays, ça veut dire qu'au sein même de son parti, on doit pouvoir bien gérer les problèmes internes. Parce que moi je dirais que ça c'est des petites crises. Monsieur Congo, Monsieur Congo. Oui. Merci pour votre intervention. Je voulais juste poser la question. Est-ce que c'est seulement à l'UPC qu'on voit le départ des cadres ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est commun au moins quand même à nos partis politiques? Est-ce que c'est pas fréquent de voir des cadres partis parce qu'ils seraient plus alignés sur la même idéologie ou qu'il y aurait d'autres problèmes pour qu'ils partent? Est-ce que c'est seulement à l'UPC qu'on voit ça? Effectivement, dans beaucoup de partis, ça se passe. Voilà, on a vu récemment, dans d'autres partis, ça se passe. Mais je pense que le cas de l'UPC, c'est quand même très, très, très sérieux. Quand vous prenez, par exemple, un gars comme Daouda Semboro, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Élysée Kiemdé, Célestin Zouri, Luna Ouattara. Mais c'est des poids lourds. C'est des poids lourds. Et moi, je pense qu'il faudra vraiment essayer de trouver un problème à cette situation. On ne peut pas gérer un pays. Gérer un pays, là,
c'est encore plus difficile que ça. Merci. Voilà. Monsieur Congo. Oui. Dernière question. Comment vous analysez le fait que des députés ne soient pas d'accord avec leur parti, mais ne laissent pas pour autant le mandat pour que leurs suppléants puissent prendre et que ils le gardent par devers eux de cette façon? Est-ce que ça présente bien aussi sur le plan politique? Bon, moi j'ai écouté Daouda Semboro sur votre chaîne la dernière fois. En fait, il est dans une logique. Ça veut dire que pour mener le débat politique, c'est le peuple qui les a envoyés à l'Assemblée. Ça veut dire qu'ils ont cette obligation-là de défendre les positions de la base. Voilà, de défendre les positions de la base. S'ils quittent, par exemple, l'Assemblée, il y aura des questions qui pourraient venir et qu'ils ne puissent pas défendre. Voilà, moi je pense qu'ils peuvent toujours rester à l'UPC, le UPC RD, mais toujours travailler avec l'UPC. Moi je pense que c'est des choses qu'on pourrait gérer ensemble. Ça ne cause pas de problème. Seulement, il faut avoir du courage, puis s'approcher et puis... Merci, Monsieur Congo. Merci pour votre intervention. Merci. On a pris un peu de temps pour échanger. Alors, oui. D'accord, ok. En fait, je raconte une anecdote, parce que j'étais hier à l'ouverture. Il y a Céline dans un dialogue qui expliquait, quand il voulait faire la politique, il allait voir Wade pour lui dire, et Wade lui a dit que, mon fils, si tu étais capable de supporter la transhumance, tu pouvais donc aller sur le terrain politique, parce que la transhumance c'est quelque chose qui fait mal, parce que tu investis dans un parti avec des espérances, des espoirs, des fonds, et à un moment donné, tu as des gens qui te quittent. Il a même expliqué qu'en temps, il avait eu 19 ou 18 députés et il s'est retrouvé avec une portion congrue. Pour dire que c'est pas un phénomène qui est propre au Burkina ou même au Sénégal, mais c'est un phénomène que on rencontre dans la politique en Afrique. Maintenant, c'est vrai que je comprends les gens qui interviennent, mais il faut que se dire une chose quand même. Nous ne sommes pas au même niveau d'information forcément que M. Diabré. Et je pense que s'il a pu quand même créer un parti et qu'il a fait grandir, et n'oubliez pas que c'est le premier qui a construit et qui a structuré l'opposition au Burkina avant l'arrivée de l'UPC. Mais c'était la désolation. On était dans un contexte où on faisait, on défaisait, il n'y avait pas d'opposition. Alors, oui. Non, pas pour polémiquer. Bien juste sûr, pour dire quelque chose. Pour polémiquer, il n'y a pas de problème. Ce que nous avons dit ici, nous avons dit tout simplement que il y a des frondeurs au sein de l'UPC. Ça ne fait pas de l'UPC un parti désordonné. C'est ce qu'on dit. Ça ne fait pas de l'UPC un parti affaibli. On ne dit pas que M. Semboro ou bien M. X ou Y sont des poids faibles. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Donc on se dit tout simplement, et moi-même je voulais terminer pour dire, Semboro par exemple il n'a pas démissionné. Et j'ai dit, s'il veut revenir dans le parti, il sait comment faire pour revenir dans son parti. On n'a jamais dit qu'il fallait exclure qui que ce soit. Mais moi je réaffirme que ce n'est pas parce qu'il y a 10 frondeurs dans un parti politique. Et si c'était des tendances au sein d'un parti, qu'est-ce qu'on aurait dit? Le téléspectateur, moi quelque chose, il a semblé donner un argumentaire de Semboro, je crois, qui repose sur le fait qu'ils défendent en fait, les suffrages de leur base. Alors qu'on sait aussi que le principe, c'est que le mandat, il est national, et donc quand on est élu député, on n'est pas le député de sa base. Est-ce que ça aussi, c'est pas quand même... Oui, ça c'est dans les textes. Mais tout le monde sait bien que quand tu as des soucis, c'est vrai qu'ici, on n'a pas donné les moyens aux députés d'avoir une permanence. Mais dans les pays où les députés ont une permanence, quand tu as des soucis, tu vas à la permanence de ton député du quartier. D'accord. On va prendre un téléspectateur qui appelle. Le sujet IPC va revenir après. Mais là, c'est sur le rapport de Rennes-Lac. Monsieur Roger Koulibaly qui appelle de Ouagadougou. Bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, Presse-Éco. Voilà, je souhaiterais intervenir sur le rapport de Rennes-Lac par rapport à la corruption et particulièrement sur le cas des policiers municipaux. D'accord. En fait, moi, je trouve que tous autant que nous ne sommes pas prêts à laisser tomber cette corruption-là. C'est ça le véritable problème en réalité. Parce que, vous voyez, tout le monde est prêt à donner 1000 francs aux policiers pour passer parce qu'il est pressé. Je vous donne un cas concret. Il y a un stop juste derrière l'aéroport de Ouagadougou. Il y a un stop qui est juste après la bretelle. Chaque matin que Dieu fait, quand tu passes là-bas, tu trouves des engins. C'est des gens qui habitent Ouagadougou, qui savent que tous les jours les policiers seront postés là-bas, mais qui brûlent quand même le stop et donnent 1000 francs aux gars pour passer. Donc je pense qu'ici, là, on ne peut pas en vouloir aux policiers déjà qui ne touchent pas bien. Et il y a un problème dont tout le monde est au courant et personne ne veut que ça cesse parce qu'on avait proposé un temps que quand on retire ton engin, tu puisses le récupérer après 2 semaines. Mais ça n'a pas marché parce que les gens ont trouvé que non, c'était trop, ils préfèrent toujours aller
par la coûte cher, donner de l'argent aux policiers, les 1000 francs, les 2000, pour pouvoir récupérer leurs engins. Et il y a même des autorités qui interviennent pour empêcher cette formule-là. Sinon, si tout le monde est d'accord qu'on doit combattre cette corruption, on se met d'accord. Personne ne paie aux policiers. Dès qu'il récupère ta moto, tu as 2 semaines pour aller payer la contravention normale et récupérer ton engin. Si tout le monde est d'accord sur cette base-là, je pense que les policiers n'auront pas d'autre choix que de se ranger. Monsieur Koulibaly, oui. Est-ce que, bon, je vous comprends très bien dans votre logique, mais est-ce que le policier municipal aussi, il ne peut pas s'autodiscipliner? Pourquoi il prend les 1000 francs? Mais, en réalité, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est une pratique qui est institutionnalisée dont on refuse de l'admettre. C'est juste ça. Je dirais que c'est leur fonds qu'on a eux aussi. D'accord. Merci. Alors, c'est sur la corruption. Non, moi je voulais polémiquer sur la question de l'UPC. Non, on va revenir. Il y a d'autres appels sur l'UPC. On va rester dans le sujet on va rester sur le sujet de la police municipale. L'appelant estime que c'est parce que tout le monde est complice et que bon, il ne faut pas jeter. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est l'incivisme. Porter à la police municipale sur c'est l'incivisme et la volonté de marcher sur les lois, les règlements qui conduit les gens à payer des sommes forfaitaires pour pouvoir. Oui, mais est-ce que ça explique que le policier qui était un agent de l'ordre public accepte ça? Je suis d'accord. Je finis. Les économistes disent que les besoins augmentent quand les revenus augmentent. En Europe, ça ne se fait pas ça. Hein. Non. Mais ça, c'est pas un revenu. Oui, est-ce que c'était un revenu, les 1000 francs là? Non, c'est que moi. C'est un revenu. D'accord, allons-y. Oui, bien sûr que c'est un revenu. Ok. Les policiers, comme les douaniers, vous savez, vous croyez que l'argent qu'ils soutirent aux routiers, vous croyez que ça ne va pas dans leur compte? Ça leur permet de régler les problèmes personnels. Alors donc, est-ce que ça voudrait dire que c'est une source de revenus comparée au niveau du salaire ou le traitement? C'est pas question du niveau de salaire. C'est pas question du niveau de salaire. Même si on les paye 1 million, 2 millions, 3 millions, il y aura toujours des gens qui vont prendre 1000 francs, 2000, 3000 francs. Donc, ça n'a rien à voir. Moi, ce que j'ai dit, la corruption passe à des corrupteurs. Alors, M. Jean Ouedraogo, qui appelle des Kaya, lui, il revient sur le bilan des examens. André Eugène aura donc un appelant pour lui. Alors oui, monsieur Ouedraogo. Voilà. Et je voulais intervenir sur le sujet du bilan aux examens là. D'accord. Je disais que ce bilan est imputable aux autorités, non pas aux enseignants. D'accord. Et je donne les raisons. Il y a d'abord le problème des effectifs pléthoriques. Vous ne pouvez pas donner 100 élèves à un enseignant aujourd'hui et vous voulez que ces enseignants fassent un bon résultat. Ce n'est pas possible. Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà. Deuxièmement, vous avez les conditions de vie dans lesquelles les enseignants travaillent. Faites votre propre enquête, vous allez comprendre. Il y a des étudiants qui font 100% aux examens. Pendant ce temps, on constate que dans beaucoup d'autres établissements, ça ne va pas. Il faut chercher à comprendre quel chiffre fait que dans d'autres, il y a des 100% et dans d'autres établissements, les résultats ne font pas ça. D'accord, donc pour vous, les résultats sont liés aux conditions de travail des enseignants? Mais bien sûr, vous ne pouvez pas prendre 100 enfants de nos jours, donner à un enseignant et vouloir des résultats. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors André Eugène Boudou, merci M. Ouedraogo. Vous appelez de Kaya. André Eugène Boudou, quel est le ratio dans une classe normale? Normalement, le ratio enseignant. Le ratio. Élève. Non. Quand M. Mélégué était ministre des enseignements secondaires et supérieurs, il a sorti un arrêté pour dire de la 6e à la 3e, on peut mettre jusqu'à 70 élèves par classe. Et de la seconde jusqu'en terminale, 60. Voilà et tout le monde est d'accord. Le primaire. Le primaire, bon, je parle de l'éducation secondaire que je connais le mieux. Mais quand le monsieur dit ça, c'est vrai. Mais aussi, il y a des élèves, il y a des classes qui ont 28 élèves et qui ont fait 0%. On en connaît au Burkina.
Il y en a. Moi, je connais les statistiques, je connais les écoles. Puisque si vous partez voir la DGEC, la Direction Générale des Examens et Concours, vous partez voir le SECOS, il vous sort toutes les statistiques, école par école, combien on avait d'élèves, combien on a eu. Il y a des écoles qui ont eu 0%. Moi, personnellement, je connais une école qui a présenté 19 et qui a fait 19, 100%. Oui, il y en a. Il y a déjà des écoles qui font... Non, encore, dans le plus beau village du Burkina, je connais une dame, Saponé, qui avait 84 élèves dans sa classe, qui les a appris du CP1 jusqu'au CM2, qui a eu 84 certifiés et 84 qui sont admis à l'entrée en seconde, à l'entrée en sixième. Il y en a. 84. Et récemment aussi, on avait un enseignant qui a même été reçu, je crois, par le ministre qui a fait 10 pendant 10 années. Non, oui, je crois. Non, je voulais en tout cas, il a été reçu, il a fait 10 années, pendant 10 années successivement, il a fait 100%. Non, ce que je voulais dire, ce qui manque au Burkina au niveau de l'éducation, c'est une seconde insurrection sur le niveau de l'éducation. Et il faut qu'on ait un bon leadership dans l'éducation. Si vous avez un bon leadership, tous les problèmes que les gens égrènent, on peut les résoudre. Et en ce moment-là, nous allons voir que ça va monter. Mais il manque de leadership dans l'éducation. Les gens arrivent, je termine, les gens arrivent, d'abord ils ne savent pas combien d'années ils vont faire. Et ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Vous avez des gens qui arrivent, je ne sous-estime pas les ministres. Est-ce que ça veut dire que les ministres qui viennent, ce n'est pas des gens du domaine, ou quand ils viennent, ils sont plus préoccupés par autre chose, par l'éducation. Voilà. Oui. Une seconde, on a quelqu'un qui est en ligne. Oui, on a débattu de ça. Pendant la grève, les enseignants ont évoqué ce qu'ils appellent la valorisation de la fonction enseignante. Aujourd'hui, être enseignant dans la famille, c'est comme un échec. Absolument. C'est un échec. Tu vois, j'ai 3 fils, il y a un qui est douanier, et l'autre qui est médecin, et puis bon, il y a un enseignant. D'accord. Oui. D'accord, ok. Alors, tout le monde passe par l'enseignant pour pouvoir faire le métier. Ça, c'était dit. Alors, merci à vous. Alors, Youssouf Zongo, qui appelle de Koudougou, lui, il revient sur le congrès de l'UPC. Bonjour, monsieur Zongo. Bonjour, Loukman, bonjour, BF1. Bonjour. Et effectivement, je voulais réagir par rapport au congrès de l'UPC. D'accord. Et je crois que depuis le 19 passé, le congrès pour la démocratie, l'Union pour le progrès et le changement. L'Union pour le changement. Je crois que l'UPC est en congrès depuis le 19. Depuis le 20, pour bien voilà, dire. Pour moi, c'est un congrès qui est bienvenu au regard des soubresauts que ce parti a connus au cours de l'année 2018 là. Et maintenant, pour moi également, ce sera l'occasion pour le PC de trancher effectivement sur l'affaire des députés déserteurs là. Et personnellement, ce que je donne aux responsables, aux leaders de l'UPC comme conseil, c'est de tout faire, prendre leur courage à 2 mains et trancher l'affaire sur les députés déserteurs, les députés membres du groupe parlementaire UPC-RD. Parce que, effectivement, moi je pense qu'un parti, il fonctionne avec des principes. Voilà. Lorsque vous créez un parti, et si l'UPC, dans ses principes et dans ses règlements, n'a pas prévu, l'UPC est 2 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, et à un moment donné, des gens qui sont nourris des intérêts égoïstes estiment qu'il faut briser les intérêts, les principes du parti et créer un groupe parlementaire. Bon, si l'UPC trouve que ça ne fait pas partie de leurs principes, ça ne rentre pas, ça ne concorde pas avec le règlement de l'UPC, il faut les écarter. D'accord. Merci, on a compris votre intervention. Mais monsieur Zongo, merci bien. Moi, je voulais dire pour l'UPC là. Oui. Je vais aller dans le même sens que celui qui vient de parler. Moi, je voulais dire à l'UPC d'abord d'accepter qu'il y a du désordre dans la maison. Parce que quand vous êtes un parti et que même il y a un militant qui vous quitte, c'est une voix en moins pour vous. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas se glorifier pour dire c'est pas grave. Deuxièmement, quand les Simon, les Roch et les Serifs ont quitté le CDP, on a dit que c'est un non-événement, mais on a vu ce qui est arrivé après.
Donc, si on fait le parallèle, je pense qu'il faut faire comme quelqu'un qui est atteint d'une gangrène. Pour couper, ça fait mal. Mais quand vous coupez, on soigne. Et moi, je pense que l'UPC gagnerait à éclairer cette affaire-là une fois. Parce que sinon, même pour le management des hommes, vous avez des gens qui ne sont pas avec vous, mais que vous ménagez. Vous perdez énormément de temps pour gérer des situations pareilles. Moi, je dis à M. Diab... Mais pourquoi ne pas dire aussi, demander à l'UPC de faire, mais pourquoi ne pas dire aussi aux autres, on est en politique, quand on ne se sent pas bien dans une maison, on quitte la maison. Pourquoi ne pas aussi... Pourquoi aussi ne pas... L'Assemblée nationale, ils perdent leurs émotions. Oui, mais c'est avec ça. Mais oui. Mais quand vous demandez... Non, ils ne vont plus manger. Oui, mais c'est aussi un choix. Moi, je voulais simplement dire... Oui. Il y a un problème à l'UPC avec ses députés frondeurs. Oui. Mais le terme désordre est un peu fort. Je pense, aujourd'hui, à l'étape où on est, ceux qui sont les frondeurs, soit s'ils veulent retrouver leur place au sein du PC, le Congrès se tient actuellement, qu'ils y aillent. S'ils sont agressés, on verra. Moi, je ne pense pas qu'ils vont être agressés. Parce que quand on dit le désordre, on a vu Zéphirine Diabré quitter chez lui, aller au truc là-bas avec une station ovation. On a vu un grand monsieur qui fait le tout. Ça, c'est pas les trucs d'un parti désordonné. Ali, on va prendre un appel de monsieur Yameogo. Monsieur Yameogo, Yannick, qui appelle de Ouagadougou sur le rapport du Rennes-Lac. Oui, monsieur Yameogo, on va aller très vite, parce qu'on est au terme de l'émission. Bonjour, monsieur Yameogo. Oui, bonjour Lukman Saradoro. Bonjour à vous, merci, allons-y vite. Voilà, en fait, je voulais effectivement intervenir par rapport au rapport là. D'accord. Bon, et puis dire que, quoi qu'on dise, il faut quand même saluer l'effort que le Rennes-Lac mène dans ce domaine. Cependant, moi, je trouve que c'est un rapport qui est stérile. Qui est stérile parce que, depuis des décennies, c'est le même rapport, mais qui nous, au contraire même, qui nous détourne de la vraie corruption. Parce que, quoi qu'on dise, on connaît les vrais corrompus. Et généralement, chaque fois, ce qu'on constate, c'est que le Rennes-Lac revient sur les mêmes institutions. On jette les institutions en pâture, telles que la police, la gendarmerie, la douane, ainsi de suite. Mais, réellement, il y a des cas concrets de corruption. Que moi, je pense que il est mieux pour le Rennes-Lac d'essayer de mener des investigations pour qu'on ait concrètement des condamnations. Pour qu'on sache que, voilà, le Rennes-Lac est là. Ils ont pu concrétiser, ils ont pu résoudre un cas pratique, un cas concret de corruption. Monsieur Améro, est-ce que quand vous dites que le Rennes-Lac jette en pâture, est-ce que c'est pas trop fort de café quand vous le dites ainsi? Le Rennes-Lac est une association donc qui fait un travail simplement de révélation des cas, mais aussi un travail pédagogique. Il y a des organes de contrôle d'État qui sont là, vous avez la SEE, vous avez la Cour des comptes, qui eux sont chargés des grandes corruptions comme vous dites. Oui. Quand je dis jeter en pâture, c'est pas trop fort. C'est juste pour dire que au lieu de à chaque fois mettre en avant des institutions, parce que quoi qu'on dit, c'est quelques cas isolés. Quand on dit la police municipale, bon, vous voyez ce que ça fait. Au lieu qu'il y a des cas pratiques, je pense qu'il y a un de vos intervenants sur le plateau qui a pris des cas concrets. Par exemple, au niveau des écoles. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est mieux d'aller dans ce sens-là, qu'à chaque fois de prendre quelques individus et puis, voilà, dire que c'est la police municipale. Merci. Vous voyez ce que ça fait? Merci, voilà, monsieur Yameogo. On s'était entendu que ça allait être bref parce qu'on est pris par le temps. On s'excuse. Merci pour votre avis par rapport à la méthodologie qui fait que on cible une institution, mais en réalité, ce n'est pas l'institution dans ça, ce sont ceux qui sont les agents de cette institution qui a problème. Bon, certains, bien sûr, il y a des policiers municipaux qui font très bien leur travail, il y a des douaniers qui sont, récemment, il y a eu le problème qu'on connaît, le problème, voilà, il y a des douaniers qui sont des douaniers propres, qui sont intègres, qui font très bien leur travail, sinon le pays n'aurait pas de recettes. Alors on est vraiment au thème de cette émission, on va arrêter pour aujourd'hui. Que tous les sujets ont été passés. Alors, c'est là aussi la réalité des Presse Éco. On ne peut pas tout épuiser. On laisse la soif
aux uns et aux autres, et puis le débat va continuer. Alors, donc je vous remercie d'être passé. André Jeanne Ilboudou, merci pour les statistiques, pour le bilan d'enseignement. On peut plus. On est en direct, on sera coupé. Merci André Jeanne Ilboudou. Merci. Laisse-moi remercier la Direction générale des examens et concours, la direction de l'ESECOS et la direction de l'Office du bac pour les statistiques qu'ils nous ont fournies. On sait qu'il y a des gens qui font du bon travail. Voilà. Donc j'étais avec Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste à la télévision nationale. Il est ancien présentateur, merci d'être venu. Évariste Conservou, le chroniqueur média, il est le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Également directeur du Cercle d'éveil, qui est le journal de cette association, porte-parole du FORAC. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis Vokuma Joachim, directeur de publication de Kasseto.net, qui était un journal en ligne. Merci Vokuma d'être sur ce plateau. Et puis André Eugène Ilboudou, directeur de la radio des écoles. Merci d'être venu avec tout le nécessaire par rapport au bilan des examens. Et puis on était accompagné de l'équipe technique qui était composée de Jonas Sawadogo, Francis Traoré, Florène Zoundi, Achille Ouedraogo, et puis au niveau du maquillage, c'était Léonie Bassolé, le tout avec notre réalisateur Jonathan Ilboudou. Merci à vous de nous avoir suivis. Tous ceux qui ont appelé, on vous dit merci. Ceux qu'on n'a pas pu joindre, c'est aussi des questions de liaison technique. On n'a pas pu le faire. Je pense à Lamoussa Ilboudou qui appelait de Ouaga, Boureima Ouedraogo à Ouaga, Alessi Kaboré à Ouaga. Malheureusement, ce sera pour la prochaine fois. On se donne rendez-vous pour un autre numéro dans 15 jours, un numéro interactif. Merci à vous et à la prochaine sur Dieu le veut.